Dallas contre OKC, donc allons-y pour la preview de ce deuxième tour. On peut commencer directement, mettons les pieds dans le plat. Moi, la première question que je me pose, c'est quid de la défense de Dallas ? Et en fait, à quel point est-ce que cette défense et les bonnes performances défensives qui ont été faites par Dallas jusqu'ici, à quel point c'est, entre guillemets, pour de vrai ? À quel point c'est réel, en fait ? Pour un peu faire angliciser une expression qu'ils utilisent là-bas, mais à quel point est-ce que vraiment Dallas c'est une bonne défense ou pas ? Parce que sur l'entièreté de la saison, c'était pas forcément le cas à ce point. Il y a eu en effet des trades à la trade deadline qui ont apporté des nouveaux éléments, ok. Et on a vu aussi passer des stats comme quoi meilleure défense de la fin de saison, notamment du dernier mois de saison régulière, c'était le premier defensive rating, et en plus, bonne série défensive contre les Clippers. Je me pose la question parce que pour moi c'est un peu le point clé, le point central de cette série, parce que si en effet Dallas est bon défensivement, pour moi il y a match, et il y a même carrément potentiellement Dallas qui va en finale de conférence, alors que si ses performances défensives étaient peut-être un peu plus la conséquence d'autres éléments extérieurs à leur contrôle, et que Dallas n'est pas à ce point une bonne défense, pour moi OKC semble un peu avoir l'avantage, on va dire. Donc voilà, vraie question pour moi, vrai point clé de la série, ça va, je trouve, un peu se jouer de ce côté-là du terrain. Et pourquoi est-ce que je me pose des questions ? Pourquoi est-ce que j'en viens à me dire est-ce qu'on doit nuancer ou pas ses performances ? Déjà, sur la fin de saison, le côté premier defensive rating de toute la NBA sur le dernier mois de saison régulière, il y a un peu une question d'échantillon. En termes de nature de l'échantillon, parce que c'est pas un niveau de compétitivité le dernier mois qui est égal à n'importe quel autre mois de la saison. Donc voilà, c'est pas toujours prendre avec des pincettes les fins de saison. Et puis deuxièmement, au-delà de la nature de l'échantillon, il y a aussi la taille de l'échantillon. C'est-à-dire, un mois, c'est quand même très peu. C'est un échantillon qui est tellement court que voilà, tu peux rencontrer des mauvaises équipes, par exemple, et donc ça booste forcément ton defensive rating si tu dois affronter, je dis n'importe quoi, et je sais même pas si c'était le cas, mais si tu dois affronter Spurs, et je crois que c'était le cas d'ailleurs, mais Spurs et Washington, c'est pas pareil. Sur 10 matchs dans un mois, si tu fais 3 fois Spurs et Washington, que si tu dois, t'as aucune de ces équipes, quoi. Donc voilà, on a nature de l'échantillon et taille de l'échantillon qui me font dire, je prends pas au pied de la lettre ce defensive rating, premier defensive rating de NBA comme tout le monde, comme beaucoup en tout cas plutôt, pardon. Et de l'autre côté, c'est vrai que la série contre les Clippers, je mettrais un peu des nuances, et non pas pour discréditer du tout les Mavs, mais parce que finalement les Clippers étaient le bon match-up. Et au-delà même de la blessure de Kawhi, qui a été une énorme perte, évidemment, mais ne serait-ce que sur le profil offensif des Clippers, pour moi, c'était un peu le profil idéal, et en tout cas le profil d'équipe qui a pu faire que Dallas a été excellentissime en défense, en effet. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que les Clippers, ce sont une attaque très méthodique, donc on va chercher le match-up et on l'attaque frontalement, sans trop de mouvement et même sans trop de spacing. C'est un peu ces deux éléments qui, à mon avis, étaient le problème pour les Clippers, c'est-à-dire que on a eu pas mal de non-shooters sur le terrain, parfois même en même temps. Donc Zubac qui était hyper important, mais voilà, de facto il n'est pas défendu, Zubac. Donc quand tu fais un switch et que tu attaques un mismatch dans le périmètre, tu as forcément le défenseur de Zubac qui peut être proche du panier, déjà, premièrement. Ensuite tu as aussi du Westbrook, tu as aussi du Terrence Mann, parfois donc plusieurs de ces joueurs-là en même temps sur le terrain. Voilà, ça faisait peut-être beaucoup, je trouve, en termes de manque de spacing, et ça a permis, en effet, le déploiement de ces fameux schémas défensifs de Dallas qui ont été parfaitement exécutés. Oui, en effet, quand les Clippers allaient chercher un mismatch, Luka Doncic ou un autre, et ils essayaient de l'attaquer un peu frontalement, un peu directement, allez, j'attaque mon mismatch, c'est pas facile parce que derrière, t'as forcément un mec qui vient boucher l'espace ou qui vient se mettre en pré-rotation. Donc, voilà, c'est un peu là-dessus où je pense que les Clippers, c'était la série parfaite parce que manque de spacing d'une part, et puis en plus, c'est pas une attaque qui bouge beaucoup. Et c'est pas non plus une attaque qui avait beaucoup de diversité dans la manière d'attaquer. Par exemple, on l'avait décortiqué en vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube. On a affaire à deux équipes qui ont un peu le même profil de attaque, pas forcément beaucoup de mouvements, spacing pas forcément parfait. Je vais chercher le mismatch et je l'attaque un peu frontalement, mais les Clippers n'avaient pas Kawhi, donc n'avaient pas leur meilleur élément pour faire ça, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est vrai que les Clippers n'avaient pas une certaine diversité et un plan B en fait. C'est-à-dire que Dallas, par exemple, avait un peu en deuxième option, non seulement un peu l'attaque de Kyrie qui est un peu différente de celle de Doncic, évidemment, mais surtout un peu le post-up. Ça pouvait un peu, et ça a attaqué régulièrement en post-up. Et le post-up est une situation d'attaque de mismatch qui est un peu différente de j'attaque depuis le 3 points et tout le monde me voit venir et on organise un peu la défense derrière.
Donc voilà, les Clippers n'avaient pas ça. Et je trouve donc que, voilà, je vais pas me répéter, mais c'est un peu les deux éléments qui ont manqué et qui ont fait, en tout cas qui ont permis à Dallas de briller à ce point défensivement, c'est les Clippers n'avaient pas de spacing, et surtout, au-delà du manque de spacing, c'est une attaque qui était très frontale et très méthodique, mais assez peu de mouvement. Or, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est que, pour moi, les OKC, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment totalement l'inverse. Alors, spacing d'abord, parce que je pense qu'ils sont capables d'aligner des line-up avec beaucoup plus de shoots que les Clippers ne pouvaient le faire. Là où les Clippers, c'était un ou deux, voire trois bons shooters, et puis ensuite des non-shooters. Mais là, OKC peut totalement aligner plusieurs, un line-up avec plusieurs, même que des bons shooters sur le terrain. Donc il y a un élément de spacing, on y reviendra tout à l'heure, peut-être pas parfait, mais qui peut être meilleur. Et puis deuxièmement, surtout, même au-delà de l'espace et du nombre de non-shooters ou de pas non-shooters, enfin, ou de shooters, du coup, de négation, il y a aussi le mouvement, qui pour moi est clé. Parce que cette équipe d'OKC, elle apporte, et enfin, cette attaque d'OKC, elle a beaucoup plus de mouvement que ne peut l'avoir l'attaque des Clippers. Et du mouvement de par les écrans inversés, de par le, on va mettre en mouvement Jalen Williams qui va faire un drive, mais il va arriver en mouvement pour faire son drive ou son isolation, ou renversement de jeu, etc., etc. Voilà, OKC, c'est du mouvement, et du mouvement, et du mouvement encore et encore. Et donc c'est là-dessus où je me dis à quel point cette défense de Dallas et ces schémas qui ont extrêmement bien marché face à une attaque frontale des Clippers qui bougeait peu, à quel point est-ce que ça peut tenir le rang et ça peut faire un peu des choses similaires et être bon face à une attaque qui va beaucoup plus bouger. Pour moi, c'est un peu le point central de cette série. C'est ce mouvement que peut apporter OKC. J'espère qu'ils le feront pour eux. Hein. Peut-être qu'ils vont mal jouer et ne pas le faire, mais en tout cas, théoriquement, c'est une attaque qui bouge quand même beaucoup plus, qui a beaucoup plus de mouvement. Donc, c'est pas aussi facile de quadriller le terrain, c'est pas aussi facile de s'organiser, c'est pas aussi facile de devoir contenir les bons joueurs en face parce que Paul George ou James Harden qui va chercher son isolation, c'est un peu statique et tu peux te mettre derrière, tu peux abandonner tel non-shooter, etc. Là, ça va pas être le cas. Donc, point clé important pour moi. Et puis même au-delà de ça, enfin en tout cas pour être plus spécifique, c'est vrai que ce que j'aime bien avec cette attaque d'OKC, c'est qu'en plus il y a pas mal de diversité. Il y a beaucoup de diversité dans la manière d'attaquer, avec notamment du drive un peu classique de SGA ou de Jalen Williams, qui est aussi assez incroyable. Je trouve qu'il est déjà un joueur fantastique actuellement. Donc on a ce truc-là qui est un peu le moteur de l'attaque, hein. Une attaque qui tourne beaucoup au drive, et donc notamment de ces deux têtes d'affiche, donc Jalen Williams et SGA en drive. On a beaucoup de dribble and off aussi, donc avec Chet Holmgren ou avec des joueurs comme ça, des petits, parfois même des dribble and off entre petits. D'ailleurs, beaucoup aussi de pick and roll, pas que drive isolation, mais pick and roll, et notamment aussi pick and roll inversé. Parmi ces pick and roll inversés, on a tout ce qui est les ghost screen, donc c'est un petit qui vient poser l'écran, mais en fait il ne pose pas vraiment l'écran, c'est juste une course croisée, il va directement sortir au pick and pop, et donc qu'est-ce que tu fais en tant que défense? Est-ce que tu switches ou pas? Est-ce que voilà, c'est du mouvement et c'est de la confusion. Donc il y a une attaque de périmètre, il y a une attaque un peu plus frontale, il y a des combinaisons possibles avec différents types de joueurs, il y a des shooters en sortie d'écran aussi, Isaiah Joe ou d'autres comme ça. Il y a Chet Holmgren aussi, qui est un profil que les Clippers n'avaient pas et qui peut être clé parce que notamment, très simplement, qu'est-ce qui manquait un peu aux Clippers? C'était une option de pick and pop en fait. Et c'est un truc qui peut être là dans l'attaque de OKC, c'est Chet Holmgren, il peut faire ce pick and pop. Donc ça peut vraiment tout changer en termes de couverture, en termes de géométrie du terrain, de comment est-ce que tu défends, parce que si tu as une option qui peut, alors à la fois évidemment apporter cette verticalité, que d'ailleurs les Clippers n'avaient pas tant que ça non plus, hein, ce côté menace un peu agressive et verticale, explosive, athlétique pour aller au panier, ça, OKC là, avec Chet Holmgren, mais en plus donc ils ont aussi ce pick and pop, qui peut totalement espacer le terrain, qui peut faire déchirer les deux défenseurs du pick and roll entre mince, est-ce qu'on fait un drop, mais si je fais un drop ça veut dire que je reste bas, mais donc celui qui reste haut, ça fait beaucoup de distance à couvrir, donc pick and pop, le contre-move parfait contre le drop, etc. Donc voilà, pas mal de diversité, et puis j'en ai même pas parlé encore, mais le post-up. Le post-up, c'est aussi un moyen assez efficace, et un moyen, une manière d'attaquer qui est un peu différente. Et le post-up, je parle notamment de SGA, qui va pouvoir sans doute aller chercher, s'il y a un mauvais défenseur, qui peut le cibler sur post-up. Donc voilà, c'est une attaque qui, à mon avis, est plus variée, et surtout qui est plus espacée, avec du spacing et des bons shooters, et surtout, donc, avec plus de mouvement.
C'est pas que le personnel. Voilà, j'ai pas envie de réduire ça que ah bah ils ont plus de non-shooters ou ils ont moins de non-shooters. Non. Il y a aussi une composante de tactique et de mouvement dans cette attaque qui, à mon avis, peut être clé et qui donc peut faire que cette défense ne peut pas s'organiser aussi lentement, entre guillemets, et aussi sûrement qu'ils l'ont fait contre les Clippers. Donc voilà. Donc, point clé pour moi, c'est à quel point est-ce que ce mouvement peut affecter ou pas l'organisation défensive de Dallas. Parce que oui, tu as envie de... Comme tu faisais avec James Harden qui va chercher le mauvais défenseur, ça switch. Et donc James Harden se dit, bah cool, ça switch, j'ai mon mismatch, je vais l'attaquer. Mais en fait non, parce que derrière, il y a de l'aide, il y a des pré-rotations et on t'empêche d'aller au panier. Et donc tu aurais envie de faire la même chose avec HDA, mais est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que c'est possible d'apporter, de surcharger autant le terrain, d'apporter une aide, sachant que tu as soit des meilleurs shooters autour, soit du mouvement, hein, c'est-à-dire que par exemple HDA qui attaque sur une aile et puis côté faible, un exit screen, donc c'est-à-dire un écran pour un shooter dans le corner par exemple, hein, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait prendre, mais qui vient un peu occuper l'attention du côté faible. Voilà, il y a pas que... C'est ça qui est intéressant dans cette attaque, c'est que il y a du mouvement partout, il y a la tactique des deux côtés. Voilà, c'est intéressant pour ça, à mon avis. Donc, à quel point ce mouvement peut affecter Dallas et son aspect de on est très gros, très imposant, on peut avaler les espaces avec nos ailiers qui sont très grands, très longs et qui sont en position. On bouge la raquette comme ça. Ok, vous êtes grand, vous êtes long, mais quid de si OKC vous fait bouger. C'est un peu ça le truc. Et deuxièmement, deuxième point clé pour moi, c'est aussi quid de la manière de cibler les mauvais défenseurs de Dallas. Parce que là encore, enfin, j'en ai déjà un peu parlé, mais ce côté manque de diversité, mais OKC peut un peu plus attaquer les mauvais défenseurs autrement. Et pas que isolation l'un du panier. Notamment, il y a un peu toute la question de est-ce qu'on fait des switches ou pas avec cette attaque, parce que beaucoup plus de ghost screen, beaucoup plus d'actions un peu comme ça, des pick and roll inversés, est-ce que tu switches face à ça, est-ce que tu switches pour ne pas concéder le fameux pick and pop ou pas, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le contre-move de il y a l'écran glissé, si tu fais un switch, l'intérieur, donc Chet Holmgren peut aussi faire un écran glissé, et donc là tout d'un coup en fait il part au panier avant que le deuxième défenseur ait pris les responsabilités de l'attaquant, avant que le switch ne se fasse concrètement, tu fais une feinte d'écran et en fait tu glisses au panier. Donc il y a tout un jeu comme ça comme dit, de mouvements qui fait qu'on va pouvoir cibler des défenseurs mauvais de bien plus de manières. Il y a aussi évidemment le post-up qui peut être clé, parce que HDA qui peut aller cibler Kyrie dans le périmètre par exemple, c'est bien, mais il peut aussi le faire en post-up. Voilà, ça aussi c'est un élément. Et c'est aussi, comme dit, une attaque qui peut, au-delà de la manière de cibler face au ballon, c'est aussi une attaque qui à mon avis peut rendre la vie difficile aux mauvais défenseurs de Dallas en les ciblant sans ballon. Et notamment avec toutes ces tactiques un peu complexes, ou en tout cas un peu élaborées de on occupe l'attention côté faible, ou alors on met tel défenseur dans le rôle du low-man, donc c'est-à-dire on fait un pick and roll en faisant exprès que ce soit par exemple un Kyrie qui soit le mec qui doit aider côté faible. Voilà, ça c'est aussi une manière de cibler un défenseur, même si on l'attaque pas frontalement. Il y a aussi le côté, on va te mettre dans des positions où c'est à toi à faire le choix. C'est à toi à apporter la rotation au panier, mais donc tu peux pas le faire. Ou alors c'est à toi à gérer un peu le 1 contre 2 côté faible, mais t'es moins bon pour gérer un contre 2 côté faible si t'es Kyrie ou si t'es Doncic que si tu es PJ Washington ou Derrick Jones Jr. Par exemple, ou un défenseur d'élite. Vous avez compris. Mais voilà, je pense que la force de KC, au-delà de ce mouvement, c'est qu'il y a aussi une manière de cibler les mauvais défenseurs de Dallas qui est un peu plus variée que les Clippers pouvaient le faire. Avec le mouvement, avec les pick and roll, mais aussi loin du ballon. Est-ce que OKC peut arriver à mettre en difficulté dans la gestion des rotations et dans des rôles clés off-ball Doncic, Kyrie, éventuellement Tim Hardaway Jr., je ne sais pas trop son statut en termes de blessure, est-ce qu'il va revenir ou pas, mais voilà, c'est un peu ça que j'aime bien avec cette attaque, c'est qu'elle est vraiment assez complète. Mouvement et complet. Donc tu peux faire mal un peu partout. Pick and roll, isolation, post-up et même loin du ballon. Et c'est un point clé parce que pour moi, oui, Kyrie et Luka Doncic ont fait de bonnes séries défensives, mais c'est pas pareil de faire de bonnes séries un peu, très basiquement, je bouge mes appuis, je reste en face du défenseur et ensuite j'attends que l'aide vienne derrière moi. C'est pas pareil de faire, comme ils disent, littéralement de faire mur, avec son corps, de faire opposition, d'être un mur, de coulisser et de stopper la pénétration par exemple. C'est pas pareil de faire ça, ou alors
de devoir gérer, si tu es un mauvais défenseur comme Kyrie ou Doncic, de devoir gérer du mouvement, de devoir gérer des switches, de devoir gérer des ghost screens, de devoir défendre des pick and roll en tant que défenseur du poseur d'écran. Hein, si Kyrie, on lui demande de défendre Isaiah Joe, et que d'un coup il doit défendre comme un intérieur qui doit faire du drop, ou alors comme un intérieur qui doit faire du edge, ou alors comme un intérieur tout court, défendre défendre le poseur d'écran, c'est quelque chose que les extérieurs ne savent pas faire. Et c'est là toute la force de ce fameux pick and roll inversé d'OKC, c'est que ça met précisément des extérieurs qui n'ont pas ce passif dans des situations où ils doivent défendre en tant que défenseur du poseur d'écran. Et ça, hésiter entre le edge, le drop, le trap, le switch, etc., en général, ils savent pas faire. Donc, c'est là-dessus où il y a pas mal d'éléments qui peuvent être intéressants pour OKC, c'est parce que ça peut, non seulement on peut les cibler de manière différente, mais en plus, la tâche est beaucoup plus compliquée pour Kyrie ou pour Doncic, notamment, je parle d'eux, mais tu peux beaucoup plus leur faire mal à ces stars offensives parce que ouais, c'est pas pareil de défendre des gros, de défendre James Harden, de défendre Kawhi Leonard, de défendre Paul George en mode allez, j'accepte le challenge, je bouge les appuis comme Luka Doncic l'a très bien fait, je bouge les appuis, je fais opposition au drive, voilà, ça c'est facile. Je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué de gérer tout ce qui est changement de direction en pleine vitesse, lecture aussi de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, rester accroché à un shooter, c'est piqué dans l'inversé, la gestion aussi de 1 contre 2, gérer un 1 contre 2 loin du ballon, zoner entre deux shooters, le rôle du Lomen qui doit aider au panier, etc., etc. C'est globalement le point clé pour moi parce que OKC peut mettre en difficulté les stars offensives de Dallas, ils peuvent les mettre en difficulté défensive de plein de manières différentes et de manière surtout plus compliquée à gérer que seulement l'isolation. Voilà. Pour moi, c'est un peu le point clé. Donc voilà pour ce côté-là, en tout cas l'aspect clé de ce côté-là du terrain, donc défense de Dallas contre l'attaque de OKC, et toujours un peu pour rester de ce côté-là, mais plutôt prisme OKC cette fois, je me demande quelles vont être les rotations de Mark Daigneault, en fait. Dans le sens rotation, qui va jouer, en fait. Parce que sur la série du premier tour contre les Pelicans, on a vu que Josh Giddey a pas mal joué, contrairement à quelqu'un comme Isaiah Joe. Il est possible que ce soit aussi parce que il n'y avait pas forcément besoin de tout déployer contre les Pelicans, qui avaient en fait plutôt bonne défense, même très bonne défense des Pelicans, mais qui n'avaient juste pas le star power offensif. Donc, bref, mais je me demande à quel point est-ce que sur cette série, on va pas avoir notamment plus de temps de jeu pour Isaiah Joe et pour tout ce que j'ai un peu décrit. C'est-à-dire que en fait, les Pelicans ont un profil de défense qui était très différent pour le coup. C'est-à-dire que eux, contrairement à Dallas, ils sont pas aussi gros, aussi imposants, autant compétents pour aller avec ma longueur, je vais boucher l'espace, je vais aller dans le gap, je vais rester proche de la raquette, je vais apporter en fait le fameux 1 contre 1 qui est un vrai faux 1 contre 1 parce que tu concèdes le switch, mais derrière t'as PJ Washington, Maxi Kleber, t'as Gafford, Lively qui sont dans la raquette. Voilà, les Pelicans, c'est pas ça. Par contre, les Pelicans, c'est beaucoup de dynamisme avec des ailiers, on en a parlé beaucoup cette saison, mais beaucoup d'ailiers hyper forts sur close-out, hyper dynamiques, hyper très en longueur, mais aussi en vivacité. Donc voilà, c'est pas du tout le même type de défense. Donc pour moi, face à cette défense des Pelicans, un peu le dynamisme de Isaiah Joe pouvait être un peu plus contenu. Alors que là, comme dit, face à cette défense de Dallas plus massive que dynamique, je pense qu'un mec comme Isaiah Joe peut faire du mal. Donc voilà, petit point comme ça, à souligner. J'ai hâte de voir les rotations. Ça m'étonnerait pas que Isaiah Joe soit plus utilisé, et notamment ce côté dynamique, ce côté shoot, ce côté feu follet qui peut un peu affoler un peu plus une défense de Dallas qui bouge un peu moins bien, je trouve. Donc voilà, à noter, à surveiller ce minutage. Et puis un autre aspect aussi, toujours dans ce prisme de OKC, c'est quid du spacing pour moi. Parce que en effet, et on en a parlé cette saison, en fin de saison, si ça vous intéresse, mais il y a eu un match-up contre Milwaukee, où je trouve que Milwaukee a un peu montré la manière de battre OKC, c'est-à-dire, on ne respecte aucun shooter d'OKC. Et ça paraît totalement contre-intuitif, et peut-être même vous, si vous êtes fan d'OKC, vous m'écoutez, vous avez envie de m'engueuler en disant, non mais attends, tu sais qu'ils ont quand même la première efficacité de toute la NBA en termes d'efficacité à 3 points. Et j'ai envie de dire, oui, je le sais, je le sais, mais il y a aussi un côté avec OKC, et comme on avait développé, où il n'y a pas que des shooters naturels. Déjà, il n'y a aucun shooter à gros volume. Je crois que le plus gros volume de tir à 3 points, c'est Lou Dort. Et pour moi, c'est pas totalement quelqu'un qui va être tout le temps respecté en playoff. En tout cas, pas avant quelques saisons de montrer que, ah non, en fait, oui, ça y est, il a un vrai tir. De base, c'est quand même plutôt un non-shooter.
Donc voilà, il y a pas mal de, en fait, il y a pas mal de joueurs cette saison qui, non seulement ne sont pas des gros volumes de tirs à 3 points, donc c'est des petits volumes, ils ont été efficaces sur leur petits volumes, mais je suis pas sûr que beaucoup de ces joueurs-là qui étaient autour des 38-40% cette saison ont forcément, nécessairement, la respectabilité face à des défenses d'élite de playoff. Voilà, c'est un peu ça que je crains. En tout cas, je mets un peu un doute là-dessus parce que, comme dit au début, oui, ils peuvent avoir un bien meilleur spacing, notamment le point clé, c'est au poste de pivot en fait. Hein. La valeur structurelle d'avoir un pivot qui shoot pick and pop, et même pas que pick and pop, hein, mais le fait de, voilà, si Chatham Green il est sur l'aile, où il est en tête de raquette, ça permet d'éloigner le protecteur de panier adverse, et donc ça libère d'autant plus des actions dans le dos. Donc Chatham Green, oui, lui j'y crois, mais comme dit aussi, c'est pas non plus un shooter énorme, donc je me pose vraiment la question en fait. Est-ce que Lou Dort va être à ce point respecté par Dallas? Est-ce que Chatham Green, comme dit, 40%, mais pas non plus un gros volume. Jalen Williams, c'est quand même plutôt du pull-up que de la respectabilité en catch and shoot, je trouve. Hein. Keyshawn Wallace, un peu pareil, pas top. Aaron Higgins, pareil, un peu pas top. Un peu pas top, ça veut rien dire, excusez-moi. Pas top non plus. Josh Giddey aussi, évidemment, pas trop de shoot. Kenrich Williams aussi, pas trop. Bref, effectivement, les progrès qu'ont fait ces joueurs-là en saison régulière ont été fantastiques. Et à mon avis, c'est pas étranger au fait que Chip England soit arrivé et a fait que le fameux gourou du shoot, hein, si vous le connaissez pas, gourou du shoot qui était pendant des années à San Antonio, qui est arrivé et qui a bien aidé. Et on voit qu'ils sont passés ils étaient 27e, 28e, je crois, efficacité de NBA l'an dernier, à premier cette année, avec quasiment plus de 39% à 3 points en termes d'équipe. C'est fabuleux. Mais pourcentage n'est pas spacing pour moi. On le sait, on l'a déjà vu. On sait que tu peux être un bon shooter, si t'as pas un passif, si t'as pas une vraie respectabilité, les défenses elles vont te tester. Et si tu réponds pas de suite, elles vont continuer, elles vont pas s'ajuster. Si en effet, si en début de série, on a un Chatham Green qui fait un 7 sur 8, je dis n'importe quoi, mais on a des shooters qui de base sont pas respectés, font de grosses performances, oui, au fil du match et même au fil de la série, je pense que Dallas va un peu s'ajuster en disant oulala, la théorie c'est bien, mais si le mec est en feu sur 4-5 matchs, en fait c'est fini quoi. Donc ça peut s'adapter, en effet. Mais voilà, on sait d'expérience que un bon pourcentage sur une saison ne veut pas dire que les défenses d'élite vont te respecter à ce point en playoff. C'est malheureux, mais c'est un peu comme ça. Donc voilà, dans ce prisme de OKC, je me pose un peu cette question-là parce que on sait que Dallas peut être un peu proactif là-dessus. On sait qu'ils aiment bien avec leur profil, justement un peu délaissé quelques shooters, boucher l'espace intérieur. Donc voilà. Point d'interrogation pour moi. On fera le point en milieu de série, hein, évidemment, dès qu'il y aura des matchs. Et en fin de série, on verra. Mais pour moi, c'est un vrai point d'interrogation pour tous ces playoffs, et notamment pour cette série. Donc voilà. Et puis, la question aussi que j'ai, c'est où va être placé Lively en défense. Enfin, Lively ou Gafford. Hein. Mais parce que c'est vrai que sur des anciens affrontements contre OKC, on a vu que Lively était notamment beaucoup utilisé et placé sur Josh Giddey. Et le problème, c'est que Giddey est un non-shooter, ce qui permettait à Lively de jouer ce fameux rôle du libéro défensif. Donc, plutôt que d'être sur le pivot adverse, on te met sur un non-shooter, comme ça, tu le respectes pas. Pas du tout. Et puis, tu peux être un deuxième défenseur en bonus sur chaque action, en fait. Tu ne respectes pas ton shooter et tu restes au panier. C'est un peu l'idée. Et c'est aussi pour ça que je me pose la question, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais la question de est-ce que Josh Giddey va jouer à ce point beaucoup, parce que voilà. Dallas, ils ont des pivots qui peuvent jouer ce rôle de roamer, de safety défensif. Donc, quid de laisser trop longtemps Giddey sur le terrain, où tu leur donnes un peu cette possibilité gratuite, quoi. Et je suis pas sûr que Josh Giddey, sur une série de playoffs, il te fasse un 60% à 3 points sur un gros volume. Je suis pas convaincu. Donc voilà, ça aussi ce sera un point intéressant, un point de bascule intéressant sur cette série. Je sais pas comment ça va se faire, hein, mais c'est un point de bascule, comme dit. Positionnement du pivot versus Josh Giddey ou pas, ça peut être intéressant, et c'est d'autant plus clé, j'insiste, hein, c'est d'autant plus clé que si tu offres ça, si tu offres cette possibilité d'avoir un non-shooter, tu offres la possibilité à Lively et Gafford de pouvoir protéger le panier, de pouvoir abandonner ce non-shooter et protéger le panier. Et en fait, c'est un double effet qui se coule, parce que si tu enlèves cette option, forcément, logiquement, le pivot de Dallas va plutôt être sur le pivot de OKC, mais donc le pivot de OKC, Chatham Green, peut écarter le jeu. Et si en effet tu as Lively sur Chatham Green,
Chet Holmgren, sur des actions, il va être dans le corner, ou alors il va être sur l'aile, il va être en tête de raquette, enfin en tête de raquette à 3 points, je veux dire, vous avez compris, en plein centre du terrain, quoi. Et voilà, et ça peut être clé, parce que si tu arrives à éloigner du cercle le pivot adverse, ça libère d'autant plus tout ce qui est drive au panier, ce qui est la grande force d'OKC. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai point clé pour moi, parce que c'est un comment dire, c'est un double effet qui se coule, quoi. C'est-à-dire que non seulement si tu as Josh Giddey, tu permets à Dallas d'avoir un roamer, mais si tu n'as pas de Josh Giddey et que tu as le pivot sur Chet Holmgren, non seulement il peut pas l'abandonner autant, mais en plus, il peut même être écarté de l'action et du panier. Donc voilà, point clé pour moi. Est-ce que OKC va arriver à faire que ce soit Chet Holmgren, le poste 5, le stretch 5, qui va écarter du panier les pivots adverses. Et puis dernier point aussi, par rapport à ce prisme de OKC, c'est vrai que je faisais partie des gens qui avaient quelques nuances et quelques doutes, alors pas non plus des tonnes, mais tout de même un peu. Tout de même un peu en termes de à quel point est-ce que ça va se transposer en playoff, non pas, comme dit, non pas sur l'aspect de jeunesse, ça je m'en fous un peu de jeune ou pas, l'expérience ou pas, moi je trouve que l'expérience, il n'y a rien de plus surestimé en basket et en NBA, mais fermons cette parenthèse. Non, pour moi les nuances que j'avais et les doutes, c'était par rapport à des éléments tactiques. Donc le premier, c'était le spacing, on a déjà parlé, et le deuxième, c'est vrai que c'était un peu les lancers francs. Parce que c'est une équipe qui provoque, en saison régulière, qui a provoqué beaucoup de lancers francs, qui était élite là-dessus, et notamment avec un moteur offensif qui était HDA. Et c'est vrai qu'on se posait la question de à quel point ça va se transposer, ça. À quel point est-ce que, forcément, un peu évolution de l'arbitrage, qui va être plus moins clément, plus sévère, en tout cas plus coulant avec les défenses, on va dire, à quel point est-ce que un mec qui provoque des tonnes de fautes en saison régulière, ça peut se transposer en playoff. On le sait, c'est le problème de pas mal de joueurs, on va pas les citer, mais c'est le problème de pas mal de joueurs parfois, c'est qu'ils arrivent en playoff et mince, j'ai pas autant de points, je pèse pas autant sur une défense parce que j'ai pas autant de lancers francs. Et c'est vrai que vous voyez sur la série contre les Pelicans, les Pelicans n'avaient pas l'attaque et c'est ça qui a bloqué, mais qui ont fait quand même de bonnes performances défensives, totalement au niveau. C'est juste qu'il manquait Zion pour créer l'attaque, mais défensivement, il y a eu des répondants. Et voilà, j'ai pas envie que... Ne vous dites pas que c'est parce qu'il y a eu un 4-0 qu'il y a eu une domination des deux côtés du terrain. Je trouve que OKC a déjà été un peu testé sur le côté sur leur attaque et donc la défense adverse. Les Pelicans sont bien joués défensivement et notamment au niveau des fautes, ils sont 12e meilleure attaque de NBA en termes de provocation de lancer franc cette saison, 12e. Je vais vous dire les rangs de performance de leur match sur cette série. 14e centile, donc à peine mieux que 14% des autres matchs de playoff. 14e centile, match 1. 60e centile, match 2, donc un peu mieux, un peu plus dans la moyenne. De nouveau, 12e centile, 12e. Et de nouveau, 42e centile, donc plutôt au niveau de la moyenne, mais moyenne basse. Donc, sur ces 4 matchs-là, face à un répondant défensif qui était au niveau, je trouve, avec tous ces ailiers des Pelicans, finalement, ça s'est pas trop transposé au premier tour. Cet aspect de provocation de faute et de beaucoup de points faciles. Et donc, si on lit un peu ces deux éléments sur lesquels moi j'avais un peu de doute avant les playoffs, les lancers francs, est-ce que ça se transpose? Le spacing, à quel point ça se transpose ou pas? Regardons l'offensive rating. OKC, qui est une des meilleures attaques de saison régulière de cette saison, pourtant, là encore, je vais vous dire le centile, le rang de leur performance offensive face aux Pelicans, 19e centile, match 1, donc à peine mieux, un offensive rating à peine mieux que 19% des autres matchs NBA de playoff. C'est pas top, évidemment. 97e centile, match 2, ok, explosion offensive sur ce match 2. Et puis de nouveau, 59e centile et 17e centile à la fin. Donc voilà, on voit que l'attaque a été assez irrégulière, on peut le dire. La défense a été fabuleuse et il n'y a que des scores absolument bluffants en termes de defensive rating sur les 4 matchs parce que voilà, comme dit, il n'y avait pas l'étincelle, il n'y avait pas la création de décalage pour les Pelicans. Donc la défense a été parfaite face aux Pelicans, mais de l'autre côté, l'attaque, c'était pas parfait. C'était pas parfait. Et certes, les Pelicans sont une bonne défense. Oui, on peut dire ça. Donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes perfs face aux Pelicans qui sont une bonne défense qu'en saison régulière face à tout le monde, notamment parfois des Spurs, parfois des Wizards, parfois des Pistons. On est d'accord, mais sauf que là, on parle dans un prisme d'avancer loin en playoff. Donc désormais, tu ne vas rencontrer que des bonnes défenses. Donc oui, effectivement, c'est pas anormal que les chiffres soient différents en saison
en moyenne que face à une bonne défense. Mais si on se projette pour la suite, le problème c'est qu'il n'y a que des bonnes défenses. Donc il faut aussi réfléchir dans ce prisme-là. Et je dois dire que Dallas en plus a quelques bons atouts, notamment Derrick Jones Jr. qui à mon avis devrait pas mal jouer avec sa longueur et sa vivacité sur un SGA ou alors sur un Jalen Williams. Voilà, ils ont quand même beaucoup de bons défenseurs. Josh Green aussi, que moi j'aime pas mal défensivement, avec cette vivacité. Maxi Kleber qui est assez polyvalent, qui peut être utilisé sur de l'extérieur aussi. Plus, vous les connaissez tous, hein, PJ Washington, etc. Pourquoi pas aussi le retour dans la rotation, une place plus importante pour Dante Exum, qui a pas tant que joué que ça sur la série contre les Clippers, mais là, il y a un profil de défenseur un peu plus extérieur et d'aile qui peut aider. Bref, je pense que Dallas a les moyens d'embêter. Et pour moi, sur mes doutes de spacing, lancer franc et même de transposabilité de l'attaque en playoff face à une bonne défense, j'ai pas été tant que ça rassuré pour OKC. Donc voilà, quelques éléments à prendre en compte, quelques points de bascule, je sais pas dans quel sens ça va tomber, mais voilà pour moi, de ce côté-là du terrain, défense de Dallas contre attaque d'OKC, les points clés à retenir et à observer, surtout. Parce que la bataille va se faire dans ces tranchées-là. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.